Bonjour, je vais présenter le jury. On a l'honneur de devenir président. Donc, je suis Christophe Furiot, professeur à l'Université de Montpellier. Et donc, à notre gauche, nous avons Philippe Oral, qui est éditeur, qui représente l'entreprise UVR. Et puis Laurent Lucas, je fais dans l'ordre. Voilà. Laurent Lucas, qui est directeur de thèse. Puis Benoît Crespin, qui est rapporteur de la thèse. Christophe Renaud, notre Christophe, qui est aussi rapporteur aussi de la thèse. Et puis ici Stéphanie, je dis ton nom, donc elle était co-encadrante avec Luis Angelo Stéphanie, qui était co-directeur. Mathieu, tu as 45-50 minutes pour présenter tes travaux de recherche. Merci Monsieur le Président de me donner la parole. Alors, permettez-moi de commencer par remercier toutes les personnes ici présentes, et notamment les membres du jury, d'être présents ici. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mes travaux intitulés Méthode de décodage par l'apprentissage profond pour le rendu Monte Carlo spectral. Alors, ma présentation sera découpée en 3 points. Je détaillerai le contexte général, mes contributions et je terminerai par une conclusion des perspectives. Bien entendu, ma présentation s'accentuera naturellement sur mes différentes contributions. Alors, ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet ANR-LUS, en collaboration avec l'entreprise United Israel Researchers. Ces travaux visent à... Merci. Ces travaux en soi s'accentuent sur la visualisation prédictive en temps interactif de matériaux complexes à destination de l'entreprise. L'objectif principal est de réaliser de la simulation optique avec des données physiques, c'est-à-dire les informations spectrales de la lumière, pour réaliser du prototypage virtuel d'apparence. La problématique principale est simplement le temps de calcul qui est nécessaire pour réaliser ces images. Afin d'accélérer ces méthodes de rendu et cette simulation, à l'aide du projet ANR-LUS, on cherche à coupler les méthodes de rendu avec des méthodes, des approches de deep learning. Alors, l'objectif concrètement de LUS est de vérifier si les méthodes de deep learning ont un intérêt particulier couplé avec la méthode de rendu spectral. Alors, pour faire de la visualisation prédictive, il faut faire de la synthèse d'images. La synthèse d'images, c'est simuler une image purement virtuelle. Alors, bien souvent, ça sera réalisé à destination, par exemple, du jeu vidéo ou du cinéma, mais on peut également l'utiliser à destination de l'entreprise pour faire du prototypage virtuel avec des images dites isophotographiques, comme le montre cette paire d'images réalisée par UVR, où ils ont utilisé leur moteur pour générer une image qui est semblable à la photographie qui a été prise dans leur labo. Ces images isophotographiques permettent de réaliser de la revue scientifique et également faire de la prise de décision au quotidien. Par exemple, c'est le cas de Saint-Gobain, qui est une entreprise qui construit des bâtiments durables, notamment des bâtiments en verre. Ils utilisent au quotidien la synthèse d'images afin de proposer à leurs clients de la prévisualisation, afin de les aider à choisir quel type de verre ils vont utiliser pour leur construction. Ils sont bien souvent confrontés à des problématiques avec des solutions traditionnelles RGB qui sont en soi une mauvaise simulation de la teinte, enfin une simulation non précise de la teinte du verre ou des réflexions, due à une approximation qui est faite sur certains phénomènes pris en compte, comme la dispersion. Avec ces approximations, ils n'arrivent pas à atteindre la qualité isophotographique d'image illustrée précédemment. Alors, on a des solutions qui nous permettent d'avoir des simulations fiables, mais ces solutions sont heurtées à une problématique principale qui est ce bruit coloré. Communément, ce bruit coloré est appelé le bruit chromatique. Alors, la synthèse d'image, si on veut une qualité isophotographique, on va intégrer l'ensemble des phénomènes lumineux complexes, comme la dispersion, la fluorescence, la polarisation, qui sont des phénomènes qui vont intégrer des propriétés spécifiques de la lumière, comme les longueurs d'onde ou sa direction.
Mais il y a également par exemple le métamérisme. Alors le métamérisme est moins connu. Alors je vais l'illustrer simplement avec une scène d'une voiture en éclairée en extérieur. Si on mesure par exemple le châssis et la portière, on voit qu'on a des matériaux différents, mais qui ont la même couleur éclairée par le soleil. Cependant, dès lors qu'on va changer l'éclairage, on va prendre un éclairage par exemple d'intérieur électrique, notre couleur entre le châssis et la portière vont changer différemment. En fait, le métamérisme, ça va être ça, c'est simplement la propriété que deux matériaux vont avoir la même perception de couleur avec une même condition lumineuse, mais dès lors qu'on change la condition lumineuse, ces matériaux ont un comportement différent. Alors pour l'instant, je vous ai parlé de l'ensemble des phénomènes qu'il faut intégrer dans notre moteur pour avoir des images diffusées photographiques, mais je ne vous ai pas parlé de l'algorithme utilisé. L'algorithme utilisé, c'est le path tracing. Alors, il va faire intervenir un modèle 3D qui nous permet d'avoir une surface virtuelle où on va appliquer des matériaux comme la peinture ou les verres de nos voitures. On va avoir un observateur, ici notre caméra, et un illuminant qui va pouvoir éclairer notre scène. Le but, c'est de simuler tous les rayons lumineux de notre scène, c'est-à-dire qu'ils vont partir de notre illuminant jusqu'à notre caméra. Du coup, on va lancer des rayons à partir de l'illuminant qui vont être réfléchis sur notre surface et qui vont être captés par la caméra. Et ici, avec un seul rebond, nous avons un éclairage direct. Bien entendu, on voit un X1 ici présent. Il va falloir intégrer l'ensemble des rayons qui sont dits indirects, c'est-à-dire qui ont été réfléchis d'abord par notre surface. Du coup, il va falloir les intégrer également. Et si on se concentre au niveau de la caméra, notre caméra, c'est une grille de pixels où chaque pixel est une surface. Et du coup, on va avoir plusieurs rayons qui interviennent de différents endroits de notre scène sur cette surface. Il va falloir alors les intégrer tous ensemble pour calculer plus précisément la valeur de notre pixel. Pour ce faire, on a une équation. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur cette équation. Alors, cette équation va être difficilement résolvable de manière analytique due à l'ensemble des combinaisons des chemins qui est assez élevé dans notre scène. Du coup, il va falloir l'approximer. On va faire une approximation de la surface de notre pixel avec un estimateur ici. On va utiliser par exemple l'estimateur de Monte Carlo. Alors, l'avantage principal de l'estimateur de Monte Carlo, c'est qu'on approxime la solution de notre équation avec un ensemble d'échantillons aléatoires, où un échantillon aléatoire est simplement le rapport entre notre contribution de notre chemin et sa probabilité d'exister. Si, dans le cas du RGB, la contribution de notre chemin, ça sera une valeur, trois composantes qui vont traduire notre couleur en RGB. Du coup, on n'aura pas de problème particulier à savoir la couleur en sortie. Cependant, dès lors qu'on va passer au niveau spectral, la couleur est représentée par le spectre, qui est un ensemble continu. Il va d'abord falloir le discrétiser pour pouvoir le manipuler de manière informatique dans notre algorithme. Du coup, avec cette discrétisation-là, on ne va pas pouvoir embarquer sur l'ensemble de nos chemins l'intégralité de notre spectre discrétisé. Là, par exemple, avec la dispersion de notre chemin va dépendre de cette longueur d'onde, on va avoir une explosion de calcul. Du coup, on a vraiment un chemin qui sera accompagné d'une seule longueur d'onde afin de limiter ces calculs-là. Et du coup, on va devoir adapter notre estimateur de Monte Carlo en prenant en compte cette dimension. Alors, dans le reste de ma présentation, j'utiliserai beaucoup le terme sample per pixel ou échantillon ou SPP. Ça sera juste le nombre d'échantillons utilisés pour calculer notre image et ça nous permettra de mesurer le taux de calcul d'une image. D'ailleurs, si ce taux de calcul, si ce nombre de SPP est élevé, on aura une image sans défaut. Cependant, ça va prendre énormément de temps parce que, par exemple, ici, sur 8 GPU, pour calculer 260 000 SPP, on a mis à peu près 2 heures. Si ce nombre de SPP va descendre, on va avoir notre fameux bruit coloré qui apparaîtra. Alors, ce bruit, du coup, n'est pas une erreur dans le calcul, c'est juste, en fait, la traduction de la variance entre nos échantillons. Du coup, c'est une propriété intrinsèque à notre algorithme utilisé. Pour gagner en temps de calcul, il va falloir traiter ce bruit de différentes manières. Alors, classiquement, dans les moteurs de rendu, il y a des solutions qui existent. On prend notre moteur de rendu qui génère des échantillons.
peut représenter avec une image temporaire, bruitée. Quand on génère ces échantillons, on est capable d'utiliser des méthodes dites a priori qui vont analyser nos résultats d'échantillons pour essayer de générer un échantillon suivant avec le maximum d'informations afin de réduire la variance. Et quand notre image est suffisamment convergée, on va appliquer un débruitage ou des méthodes dites a posteriori pour avoir un résultat clinique. Dans l'US, on va s'intéresser également à la liaison entre la sortie de notre débrouilleur, notre moteur de rendu et les méthodes a priori, afin d'extraire des informations pour mieux adapter notre échantillonnage, afin d'éviter de calculer des zones de l'image qui n'ont plus besoin d'être corrigées. Alors, dans un premier temps, je vais me concentrer sur la partie de débruitage. Alors, pour faire du débruitage, il va falloir des données. Quelles sont les données qui sont utiles qu'on peut avoir en sortie d'un moteur? Déjà, on va avoir l'ensemble de nos échantillons bruts en sortie du moteur qui vont pouvoir être convertis dans l'espace XYZ grâce à la CIE, qui est une fonction qui a été définie en 1931. Et à partir de là, on peut utiliser une machine de transformation afin d'avoir la représentation RGB, afin d'avoir une image qui sera représentable sur nos écrans. En parallèle de ces données-là et ces représentations-là, on peut avoir des données auxiliaires qui sont non bruitées, comme la carte normale, la carte de profondeur ou l'albédo. L'albédo, ici, sera la composante diffuse qui sera récupérée lors du premier rebond de notre échantillonnage. Et avec ces données-là, on pourra réaliser du débruitage, par exemple. Alors, le débruitage, qu'est-ce que c'est? On va prendre une image qui sera broutée avec peu d'échantillons. On va appliquer un filtre de débruitage, qui nous permettra d'avoir un résultat débruité. Du coup, globalement, l'intérêt du débruitage, c'est de passer une image peu convergée et rapide à calculer à une image où le calcul aurait été similaire si on avait laissé calculer plus longtemps. Alors, le débruitage, traditionnellement, était défini mathématiquement et à la main, et on faisait une optimisation manuelle de nos poids, de notre filtre, sur le dataset de manière empirique. Avec les réseaux de neurones, on définit un filtre qui sera représenté par notre architecture, sur laquelle on va faire une phase d'apprentissage afin d'obtenir des poids optimisés de notre filtre. Alors, la phase d'apprentissage, c'est simplement parcourir le dataset plusieurs fois, on va appeler, chaque itération sera appelée une époque, et on va essayer de minimiser une fonction d'erreur ici notée L, qui compare notre différence du résultat débruité avec une référence ici notée T de I. Alors, dans les contributions, je vais commencer par m'attarder sur l'étude des fonctions d'erreur. Alors, les fonctions d'erreur, il y en existe plusieurs qui peuvent être catégorisées dans différentes sections, comme les métriques pixel à pixel, qui ont l'avantage de prêter attention à la différence entre les couleurs, mais n'intègrent pas la dimension spatiale. Ils ne regardent pas, en fait, ils ne comparent pas avec le voisinage. On a à l'inverse la métrique structurelle qui s'attarde sur le voisinage du pixel, mais qui s'attarde moins sur la différence des couleurs. On a les métriques fréquentielles qui vont en soit convertir notre image comme si c'était un signal et faire l'étude de ce signal. Donc on va perdre en soit l'information spatiale de notre image. Et on a les métriques perceptuelles qui ont l'avantage d'être basées sur la vision humaine. Bien souvent, elles sont réalisées à l'aide de réseaux de neurones et du coup, elles sont difficilement étudiées mathématiquement. Alors, pour aider, pour faire notre débruitage dans le cas de Monte Carlo, on a juste à appliquer ces métriques pour faire notre apprentissage. Sauf que si on applique ces métriques directement sur, par exemple, des images issues du rendu spectral, mais par exemple converties ici directement dans l'espace RGB, on va avoir par exemple ce tableau-là pour ZZ, qui est une salle de bain, où on va comparer le résultat par exemple de l'erreur pour l'image bruitée et débruitée. En violet, vous avez par exemple le résultat des métriques pixel à pixel, où on va comparer par exemple pour la MAE, la valeur bruitée et la valeur débruitée. Alors pour la valeur bruitée, on a une valeur de 0,03, et pour la valeur débruitée, on a une valeur de 0,01, ce qui
tend à dire que notre image débruitée, étant donné que l'erreur est plus petite, est de meilleure qualité que notre image bruitée. On aurait gagné du coup. Mais par contre, si on regarde avec des métriques dites préconcept, par exemple ici en orange, si on s'attarde sur la pique, les résultats sont l'inverse. Du coup, selon la métrique qu'on va utiliser, on peut avoir des interprétations différentes. Il va falloir donc faire attention à quelle métrique utiliser et quelle métrique correspond au mieux aux critères qu'on voudrait. Alors, la MAE avait l'air de fonctionner. Si on l'applique par exemple sur une phase d'apprentissage, on va avoir ces courbes d'apprentissage ici, où en bleu vous avez l'erreur moyenne sur notre dataset lors des phases d'entraînement, et en orange vous avez l'erreur moyenne sur les phases de test. Alors, si on regarde bien notre courbe, on a bien une minimisation de notre erreur, ce qui laisse interpréter que notre réseau apprend quelque chose. Si on regarde le résultat à 500 époques, où le résultat, par exemple, sur la phase de test et la phase d'entraînement est inférieur à 0,05, du coup l'erreur est relativement faible, on va avoir ce résultat imagé, pour, par exemple, pour une test de salle de bain, où on a des problèmes de teinte. C'est-à-dire que même avec une erreur qui semble relativement basse, le résultat visuel n'est pas forcément ce qu'on va attendre. Alors, on pourrait laisser penser qu'il faudrait plus d'apprentissage. Si on laisse entraîner notre réseau, par exemple, jusqu'à 5000 époques, on va corriger légèrement les problèmes de teinte, mais il y en a toujours des défauts. Déjà, on a quand même un problème de teinte qui reste présent par rapport à la référence, et on a des artefacts qui vont apparaître, par exemple ici, de couleurs. Alors, à force d'exploiter constamment nos métriques, on peut faire un constat global de l'ordre, quand on l'applique au rendu de Monte Carlo spectral. Alors, en fait, nos métriques ont deux défauts, c'est qu'elles sont sensibles à l'ordre de grandeur. En fait, si par exemple on prend la formule de la MSE ici, si vous prenez cette différence-là, en fait, la valeur que vous allez avoir en sortie de la métrique dépend beaucoup de l'ordre de grandeur des valeurs de cette différence. Alors, ça va avoir un impact, et notamment, par exemple, sur des cas particuliers de nos images, sur les fireflies. Alors, un firefly, c'est simplement sur une image convergée, vous avez des petits pixels comme ça, qui vont avoir des valeurs élevées. Et ça, avec le problème de l'ordre de grandeur, ça va vous faire exploser la valeur métrique. Et de plus, alors, cette propriété des ordres de grandeur va impacter, par exemple, nos images qui peuvent avoir différents niveaux d'exposition. Alors, un niveau d'exposition, c'est globalement le taux d'éclairage lors de notre scène. Par exemple, je vais illustrer ce cas avec la même scène, c'est les deux mêmes images, c'est juste on soit adapté le post-traitement qui est fait sur l'exposition, où j'ai multiplié les deux expositions par 5, et en fait, on voit que ma valeur, elle a été augmentée de 2 par 26. Alors ça va engendrer un problème particulier lors de notre phase d'apprentissage, c'est que notre réseau, qui cherche à minimiser l'erreur, va vouloir minimiser en priorité les valeurs hautes, et du coup les scènes fortement exposées, avec une forte exposition, auront tendance à être privilégiées par rapport aux scènes à basse exposition. Et même sur une seule image, on va avoir un cas où, par exemple, si vous avez une image avec de l'ombre et une scène fortement exposée, enfin avec éclairage direct, la partie éclairage direct aura plus d'impact sur l'erreur de votre métrique que la partie ombre. Du coup, on va avoir une dissociation sur l'interprétation de nos erreurs. Alors, pour pallier à ça, on a fait le choix d'utiliser la SMAP, qui a, dans un premier temps, l'avantage soit d'être borné à avoir une erreur maximale de 2, ce qui va éviter les explosions métriques. Et on va également manipuler directement les images en sortie du moteur brut sans post-traitement afin d'éviter qu'on ajoute un biais manuellement sur nos images. Alors, je me suis attardé sur la fonction d'erreur. Maintenant, je vais passer à la phase sur la partie débruitage. Alors, le débruitage, c'est quelque chose qui existe de manière courante maintenant. Vous avez différents réseaux ou débruiteurs qui sont déjà disponibles, qui sont dits des débruiteurs sur étagère, comme le débruiteur de NVIDIA ou le débruiteur de NVIDIA.
Alors, ces débrouteurs sont prévus initialement pour du rendu RGB, mais ils sont quand même applicables sur nos images converties en RGB à partir du rendu spectral. Si le taux de SPP est suffisant, on peut avoir une bonne approximation de notre résultat débrouteur. Par contre, dès lors qu'on va réduire le taux de SPP, beaucoup d'artefacts vont apparaître, et notamment des artefacts chromatiques ou des changements de teinte, comme avec le robinet ici. Alors, à partir de ce constat-là, on a cherché à proposer notre propre débruiteur. Alors, dans la littérature, il n'existe pas de débruiteur spécifique pour le débruitage spectral. Alors, on s'est arrêté sur les débruiteurs RGB. Et vous avez deux catégories. Alors, la première qui est les prédictions directes et la deuxième qui sont les prédictions par kernel. En fait, ces deux catégories, c'est simplement que les premiers réseaux vont générer directement l'image débroutée en sortie de ce réseau, alors que les réseaux par prédiction de kernel génèrent un kernel de correction qu'on applique ensuite à notre image. La première catégorie a l'avantage premier de traiter des niveaux de bruit assez élevés, avec peu d'échantillons, et sont insensibles aux subtils changements sur nos données. Cependant, on a une problématique principale qui sera la perte des détails fins qui va apparaître sur nos images débroutées, alors que la deuxième catégorie a une bonne reconstruction des détails, mais sera sensible aux subtiles variations sur nos données et notamment va nécessiter plus de calculs de la part de notre moteur pour pouvoir qu'il soit utilisé. Alors, vu le niveau de bruit qu'on va devoir traiter, on va s'orienter par exemple sur les prédictions directes, dans notre cas. Du coup, je vais m'intéresser notamment à cette catégorie-là. Alors, à partir de cette catégorie-là, on a présenté notre premier des auteurs qui était entraîné sur un dataset prévu pour du bruit chromatique, composé essentiellement de bruit chromatique. Ça nous a permis de corriger les problèmes de couleur, de taches de couleur sur nos images. Point intéressant. Cependant, si on s'attarde sur certaines parties, notamment avec le robinet ici présent, vous pouvez trouver le zoom ici, vous voyez que ce robinet a perdu sa composante, sa partie spéculaire, en fait, perdait tout l'éclairage, tous les reflets lumineux directs de ce robinet qui engendre à changer de matériel. Alors, avec ce résultat-là, on a fait le constat que c'était un problème de mauvais traitement de la luminance. On a essayé d'étayer cette hypothèse en essayant de corriger la luminance de notre image débroutée. Alors pour ce faire, on a converti notre image débroutée dans le canal HSV, où on a, c'est une représentation qui nous permet d'avoir deux canaux, le H et le S, qui traduisent la couleur de notre image, et le canal V qui traduit la lumière de notre image. Du coup, on a pris les canaux H et S de notre image débroutée, on a essayé d'injecter le canal V qui traduit la lumière de notre référence dans notre image, ce qui nous donne ce résultat-là. On récupère bien nos taches de couleur, enfin nos taches spéculaires. Alors, à partir de ces résultats-là, on a donc fait le constat que la séparation du traitement entre la chrominance et la luminance était intéressante. On a cherché à exploiter cette propriété. Alors, si on prend notre stade-là, on a en 2019 un réseau qui s'appelle le DEMC. Alors, le DEMC, en fait, a une propriété qui est intéressante, c'est la séparation des canaux d'entrée pour réduire les artefacts liés à une potentielle concaténation de ces données. Ça va réduire effectivement les artefacts dans notre cas et améliorer légèrement les détails. Donc, on va prêter attention à ce réseau pour le reste de nos travaux. Alors, avec le DEMC, on a donc proposé une approche partielle. Alors, ce que j'entends par approche partielle, c'est traiter en soi directement l'image dans la représentation RGB, à prendre en compte pour l'instant la dimension spectrale. Et en s'inspirant du DEMC et de notre hypothèse séparation chrominance-luminance, on a proposé dans un premier temps le traitement séparé de la chrominance et de la luminance avec deux réseaux distincts.
qui nous permet d'avoir les deux canaux spécifiques débruités de chacun de leur côté, qu'on peut concaténer afin de reconstruire notre image. On a également proposé une deuxième approche, un peu plus inspirée du DEMC, où on a directement 3 encodeurs pour notre réseau, qui sont directement reliés à un décodeur qui nous permet de générer en sortie directement l'image finale. Alors en termes de résultats, si on compare au DEMC, que ce soit TEMC1 ou TEMC2, on a un léger gain. Et on peut constater que sur le TMC2, on gagne un petit peu plus de netteté, notamment sur notre robinet, par rapport au TMC1. Alors, ces résultats avaient été faits à l'époque de leur publication, en 2022, avec un dataset qui était relativement faible. Tout au long de nos travaux, on a augmenté et amélioré notre dataset en augmentant par exemple le nombre de scènes et d'images. Maintenant, on a à peu près 5500 paires d'images prises sur 22 scènes, ce qui nous fait en soi un dataset environ de 1,9 Tera d'espace de stockage utilisé. Et on a repris avec ce dataset tous nos entraînements, où on a pu normaliser l'ensemble de nos entraînements pour sélectionner les meilleures approches qu'on avait réalisées. Alors pour faire ça, on a utilisé 5000 époques d'entraînement pour comparer nos résultats, ou 5000 époques d'entraînement, ça nous prend à peu près 3 jours sur 4 GPU à 100. En refaisant ces résultats, par exemple, si on s'attarde sur cette scène-là, alors cette scène, c'est une scène avec un matériau un peu particulier qui dépend beaucoup des longueurs d'onde. Et on voit que nos résultats sont moins satisfaisants qu'avant, où on peut avoir par exemple des taches de couleur et de sursaturation qui sont présentes, et un problème de teint qui va apparaître sur notre image. À partir de ces résultats, on s'est posé la question s'il n'était pas possible de directement traiter cet espace spectral afin d'avoir le maximum d'informations sur nos images. Alors pour ce faire, on va retirer toute la partie qui concerne la partie RGB ici présente. Du coup, on va supprimer, toute cette partie-là et on va essayer de traiter cette représentation. Alors, initialement, le spectre visible est représenté par une fonction continue. En informatique, pour pouvoir la manipuler, il va falloir la discrétiser. Et pour pouvoir manipuler ça en termes d'image, on va discrétiser par sous-intervalles qui vont représenter une image. Ces sous-intervalles-là, on va les appeler des bandes. L'objectif du coup de notre approche, qu'on va décrire comme approche intégrale, sera de débrouiller cet ensemble de bandes. Et de vous proposer un dénoteur qui est capable de gérer cet ensemble de bandes discrétisées avec nos données auxiliaires pour générer des données en sortie afin qu'on puisse les reconvertir dans l'espace RGB. Précédemment, on avait vu que le DMC avait pas mal d'avantages, notamment sur la séparation entre les canaux d'entrée, les données d'entrée. Alors nous, du coup, on a proposé un LSFD qui s'inspire de ce réseau-là. Du coup, notre réseau qui va dérouler le domaine spectral sera appelé le LSFD. On sait que le LSFD souffre de perte de détails, même si ça peut être légèrement amélioré avec la séparation des canaux. BAC et HAL, pour répondre à cette problématique-là, ont proposé un réseau par convolution qui ne dépend pas en soi du nombre de SPP de vos images, mais qui permet en soi d'intégrer, de réinjecter l'information, notamment sur l'image de l'image brutée, sur votre image de brutée. Alors du coup, nous on va se concentrer sur l'utilisation de ces deux réseaux qui nous permet d'améliorer notre LSFD avec un réseau spécifique pour réinjecter de l'information. Alors nous, on ne va pas s'intéresser à réinjecter de l'information présente sur les bandes bruitées, mais plutôt sur directement la bande d'albédo qui correspond afin de réinjecter la partie d'information qu'on perd, c'est-à-dire les détails fins. Et l'avantage de l'albédo, c'est que les détails fins ne sont pas bruités sur cette donnée. Ce qui nous permet d'avoir ce genre de pipeline.
Alors, on a pour l'instant répondu partiellement à la question, parce que maintenant, on se retrouve avec un nombre de bandes avec à débrouiller. Et ce nombre de bandes, en soi, dépend de la discrétisation. Alors, la question principale, c'est maintenant comment on va discrétiser et quelle valeur on va utiliser pour discrétiser notre spectre. Alors déjà, il va falloir vérifier dans quel contexte d'application on travaille. Est-ce qu'on est dans un cadre multispectral ou hyperspectral, c'est-à-dire est-ce que vous allez débruiter une dizaine de bandes ou voire une centaine, voire même plus? Est-ce que vous voulez que votre utilisateur choisisse ce nombre de bandes qui va donner une entrée variable à votre réseau? Alors, nous, on a souhaité avoir ce nombre de discrétisation qui soit choisi par l'utilisateur, et pour le faire, pour pouvoir s'adapter à tous les contextes d'application, l'ensemble de nos bandes spectrales débroutées, on va les traiter de manière indépendante. On va répondre partiellement à notre problématique de débrouiller le spectre complet. Par contre, si on laisse le choix à l'utilisateur, c'est qu'on ne sait pas combien de bandes il va utiliser dans tous les cas d'application. Il va falloir quand même proposer un dataset qui comprend cette discrétisation pour pouvoir faire notre phase d'entraînement. Alors pour ce faire, on a choisi, nous, 16 bandes pour deux raisons principales. Déjà, c'est pour limiter l'explosion mémoire, le coût de mémoire utilisé sur les serveurs. Parce que notre dataset actuellement fait 2 Tera environ. Si on double le nombre de bandes, il va plutôt s'apprêter à faire 4 Tera. Et plus on va augmenter, plus ça sera difficile de stocker sur tous les serveurs de calcul. Et la deuxième raison, c'est qu'avec 16 bandes, on a des variations de time qui sont subtiles. Si on compare par exemple entre 8 bandes et 16 bandes, le résultat de 16 bandes a un ton un peu plus chaud que l'image en 8 bandes qui a un ton un peu plus froid. Et ce ton un peu plus chaud est notamment retrouvé sur l'image à 32 bandes. Alors, du coup, pour répondre à notre problématique, on va débrouiller les bandes par bande de manière indépendante. Cependant, si on fournit une seule bande à notre spectre, on n'a qu'un sous-intervalle du spectre visible. On a une perte d'information complète et globale du spectre. Alors, pour pallier cette problématique-là, et afin de fournir une information complémentaire à notre réseau, on a cherché à compresser l'information spectrale. Alors, pour compresser l'information spectrale, on a différentes manières, notamment utiliser la représentation trichromatique, par exemple RGB, qui est cependant sensible au bruit et qui va changer la nature de l'information qu'on va traiter. Alors, cette représentation, du coup, ne va pas nous satisfaire. Et on a trouvé donc dans différentes solutions, notamment l'ACP, l'analyse en composantes principales, qui a l'avantage de décorréler l'ensemble de nos bandes afin de concentrer l'information sur les premières composantes en sortie. Comme le montre cet histogramme, on voit qu'ici, on a énormément d'informations sur les quelques premières composantes de sortie. Alors, si par exemple dans ce cas-là, si on se tolère une perte d'information légère, en se concentrant sur uniquement les 3 premières composantes principales, on a à peu près 99% de l'information initiale. Et si on regarde en faisant évoluer notre nombre de bandes utilisées, par exemple avec 15 bandes, on a toujours cette tendance à concentrer majoritairement l'information sur les premières bandes, et sur 32 également, on a toujours cette tendance-là. Juste sur 32 bandes, on peut voir qu'on a une légère diminution de l'information qui est contenue sur les quelques premières composantes principales. La question maintenant, c'est pour fixer notre entrée de réseau, combien de composantes principales on va fournir à notre réseau. Alors pour faire ça, on a des critères statistiques qui sont basés sur les résultats de l'ACP, les valeurs propres. Alors le premier critère statistique, c'est regarder si nos valeurs propres sont supérieures à 1. Alors actuellement, on a simplement la première composante principale qui est supérieure à 1. Deuxième critère statistique, c'est le critère de Carlin-Saporta-Spinaki, qui est un critère un peu plus strict que 1, parce qu'en fait c'est 1 plus une petite constante, une constante qui est un rapport entre le nombre d'échantillons et le nombre d'observations.
Du coup, on a un taux qui est légèrement supérieur à 1 et ça ne va pas changer notre résultat. On va pour l'instant conserver qu'une seule composante principale. Le dernier critère statistique qu'on a utilisé, c'est le test de Legendre-Legendre, qui est la propriété de regarder si l'information n'est pas contenue aléatoirement sur nos bandes. Du coup, on a un taux qui va varier selon la position de la composante principale. Et avec ce critère-là, par exemple pour 32 bandes, on va avoir deux composantes principales qui vont être prises. Alors, pour nous laisser une marge de sécurité, nous on va s'octroyer trois composantes principales. Alors l'intérêt pour ça, de s'octroyer cette légère marge, c'est en soi de pouvoir s'adapter à l'ensemble des scènes de notre dataset où ces taux, ces valeurs propres vont pouvoir varier. Et certaines scènes qui sont plus complexes vont avoir en soi vont augmenter par exemple les valeurs propres sur les premières composantes principales. Et à partir de ça, on va donc proposer notre approche dite intégrale, qui s'accentue sur le débruitage des bandes spectrales directement, où on prend nos bandes spectrales, on va calculer l'ACP dessus, afin d'extraire nos composantes principales qui nous intéressent, ici 3, ce qui nous permet aussi de la représenter de cette manière-là. Mais ici, les KPC, c'est simplement une image paramétrique qui concatène l'ensemble des composantes utilisées. Cette image paramétrique sera concaténée avec l'ensemble des données auxiliaires, la carte de normale, la carte de profondeur et l'albédo utilisée, qu'on va donner à notre LSFD. Il nous permet de faire une phase de débruitage où on réinjecte en sortie de ce LSFD de l'information issue de l'albédo afin d'avoir nos images spectrales débruitées qui nous intéressent avec le plus de détails fins possible. Et à partir de là, on retrouve notre pattern, c'est-à-dire qu'on peut reconvertir dans l'espace RGB de manière aisée. En termes de résultats, on va avoir ce genre de résultats qui n'augmente que très peu le temps de calcul. Alors, pour mieux évaluer nos résultats, on va réaliser une ablation study qui a l'avantage, qui va s'accentuer sur 4 points, c'est-à-dire quels sont les gains ajoutés par rapport, de l'approche intégrale par rapport à l'approche partielle. Quels sont les gains de chacun de nos blocs dans la représentation spectrale directement? Quels sont ces gains dans la représentation RGB? Et qu'est-ce que ça va engendrer, par exemple, si on applique notre approche intégrale à des débruiteurs dits sur étagère? Alors, on va pouvoir le mesurer parce qu'on va pouvoir adapter l'entrée des néoseurs sur étagère en les plaçant également ici. Par exemple, Optics, lui, peut traiter des images directement au niveau grid. On va pouvoir appliquer avec une bande spectrale directement. Et Intel ne le permet pas. Du coup, si on lui donne 3 fois la même composante, on a une image en niveau grid qui représente notre bloc et on va essayer de le débruiter, voir ce qu'il donne. Alors, si on compare déjà notre bloc LSFD en RGB par rapport à Intel et Optics, on a ce genre de résultat où Intel et Optics nous bat, forcément, on n'est pas prévu dans ce domaine-là. Ces résultats nous intéressent un petit peu moins, mais par contre, on va pouvoir mesurer avec ce gain-là par rapport à notre approche. Si on se place directement dans l'espace spectral, par exemple en prenant le débruitage de la 4e bande, si on mesure les erreurs par rapport à nos différents blocs, on va voir que la PCA va diminuer l'erreur de la SMAP, qui va améliorer notre résultat, mais augmente légèrement la NRMSE. Et si on regarde par rapport au DS, l'ajout du DS, on a tendance à améliorer la SMAP et la NRMSE. Si maintenant on se place dans l'espace RGB, avec nos images, l'ensemble de nos bandes converties dans l'espace RGB, on va avoir le même constat. L'ajout de la PCA va améliorer nos erreurs. Par contre, ici, l'ajout du DS, son gain sera un peu plus mitigé. C'est-à-dire que, par exemple, si on s'arrête sur la SMAP et la NRMSE par rapport à la PCA, on va augmenter cette erreur-là. Par contre, si on mesure avec une métrique perceptuelle, on va avoir un gain. Et en effet, on a une tendance à privilégier visuellement l'image en sortie du DS, même si elle augmente légèrement le taux d'erreur. Et si on compare par rapport à Optics, en appliquant exactement notre pattern,
Alors, leurs erreurs, globalement, vont descendre par rapport à une approche directement dans l'espace RGB. Du coup, si on applique notre pipeline avec leur réseau, on va noter un gain qui sera intéressant. Et si on mesure par rapport à notre réseau, nos résultats sont relativement, vont s'approcher des leurs, même s'ils vont nous battre. Alors, on a une autre particularité, c'est que nous, notre réseau est relativement simple, on est à moins d'optimisation que les leurs. L'avantage, c'est qu'ici, on va contrôler parfaitement de bout en bout notre pipeline de déboutage, alors que quand vous appliquez Optix, vous ne savez pas, parce que c'est une boîte noire, vous ne savez pas le dataset utilisé, vous n'avez aucun contrôle dessus, vous n'avez aucun contrôle sur votre architecture réseau, et notamment sur les métriques utilisées. Alors, je n'ai pas parlé pour l'instant des temps de calcul. La raison principale, c'est que les temps de calcul d'inférence sont relativement faibles, et notre problématique principale, ce n'est pas l'inférence à optimiser, mais c'est finalement le taux de SPP, parce que le temps de calcul utilisé pour utiliser une image dépend vraiment du nombre de SPP utilisés. Si vous voulez du temps interactif, actuellement avec une ADA 6000, on a le droit d'avoir essentiellement que 32 SPP. Dès lors que vous augmenterez ce nombre de SPP, le temps interactif sera limité. Pour pallier ça, il est toujours possible d'utiliser des architectures de haute performance, HPC, des solutions HPC, comme le montre la vidéo ici présente, avec 64 nœuds de calcul, où il est possible d'avoir du temps interactif. Alors, je me suis concentré pour l'instant, je vous ai détaillé la partie sur les métriques d'erreur et sur le déboutage. Maintenant, je vais m'attarder sur la liaison entre la sortie du débouteur et le moteur de rangement. Alors, pour respecter le principe vert, on a réalisé cette partie des travaux directement dans le moteur Mitsuba. Et le but était d'implémenter dans le moteur Mitsuba la solution de Glisine et Hall qui comprend soit trois réseaux, un débouteur qui nous permet d'avoir notre image de beauté, de générer un masque qui va nous permettre de segmenter l'erreur dans notre image en sortie du débouteur et discriminer ce masque afin de savoir si on doit continuer à calculer notre image ou non. Alors pour adapter sur des portions de l'image, en entrée, on va donner des tuiles. En fait, on va segmenter notre image avec cette solution-là et on va faire ce pipeline-là pour chacune des tuiles de notre image, ce qui nous permet de découper les zones de calcul de notre image. Alors nous, ce qui nous intéresse avec notre solution, c'est ici d'intégrer directement notre débouteur spectral. On a une problématique majeure quand on va vouloir faire ça, c'est que nous, notre réseau de neurones a été entraîné avec un dataset qui a été généré à l'aide du moteur du verbe, c'est-à-dire Predict Engine. Et l'échantillonnage va différer de l'échantillonnage de Mitsuba. Il va falloir donc faire une phase de mise en corrélation entre ces deux moteurs pour avoir le même échantillonnage afin d'éviter de refaire nos bases de données. Alors, l'ensemble de ces travaux ont été réalisés lors notamment de l'encadrement d'un stage de M2. Et pour avoir un échantillonnage similaire entre les deux solutions, il va falloir implémenter HeroOneS, qui est une solution qui nous permet de réduire l'intensité de notre bruit en diminuant la dépendance chromatique du bruit. Alors comment ça fonctionne? C'est que sur votre échantillonnage, quand vous avez un chemin, vous allez intégrer un ensemble de longueurs d'onde, où vous tirez la première de manière aléatoire, on va la distinguer parce qu'on l'appellera la Hero, et vous allez calculer d'autres longueurs d'onde sur votre chemin, équidistantes entre elles, afin d'échantillonner parfaitement la majorité de votre spectre, et éviter de s'accentuer par exemple sur une seule zone du spectre. Ici, avec cette solution, vous couvrez globalement l'ensemble de votre spectre. Du coup, vous avez une bonne approximation couleur qui va réduire du coup, la dépendance chromatique du bruit dans nos images. Alors, implémenter HeroOneS n'est pas quelque chose de simple, et notamment dans Mitsuba. Si on prend par exemple cette scène de test, alors cette scène représentée ici, globalement vous avez une image, vous avez un environnement map uniforme pour votre éclairage, et vous avez deux sphères
sont à peine difficiles à voir. Vous avez le contour de deux sphères. La scène est composée d'uniquement ces deux sphères-là et de l'environnement map. La propriété principale de ces sphères-là, c'est qu'elles ont une réflectance quasi parfaite. Ils ont une réflectance en fait parfaite sur si vous avez une longueur d'onde qui est inférieure à 535. Et dès lors que vous augmentez la longueur d'onde, au-delà de 535, on a diminué la réflectance. Et si vous gérez mal Hero Wavelength, c'est-à-dire par exemple si vous faites le moyen-âge de contribution des longueurs d'onde et pas un traitement séparé des longueurs d'onde, vous allez avoir le contour qui apparaît. Dans notre cas, avec notre implémentation, vous ne pouvez pas distinguer ces sphères-là, le contour de ces sphères, parce qu'on a bien intégré Hero Wavelength avec en soi une interprétation des longueurs d'onde vraiment indépendante de bout en bout. Il n'y a pas une question de moyen-âge qui pourrait approximer notre résultat. Cette scène nous a donc permis, en soi, de vérifier l'implémentation correcte de cet algorithme. Et avec cette validation, on a donc, en soi, cette comparaison entre Mitsuba et PD, où il est difficile de savoir laquelle est laquelle, parce que le bruit est exactement le même. Le calcul d'échantillonnage est le même. Je vais donc conclure là. Alors, notre objectif principal était, en soi, de vérifier l'intérêt de l'IA sur les méthodes de Monte Carlo spectral. On a montré que, par exemple, le débruitage a un intérêt pour gagner un certain nombre de SP, afin de diminuer le temps de calcul. Et par exemple, qu'il est également possible d'utiliser des méthodes d'analyse pour segmenter et adapter les calculs de notre image afin de toujours réaliser des gains en termes de temps. Ces travaux nous ont permis en soi de proposer un premier débruiteur intégral, purement spectral, avec notre approche. Alors, cette proposition nous a également permis de mettre en lumière les différentes incohérences sur l'utilisation des métriques dans notre domaine en particulier, qu'on retrouve moins dans le domaine de débruitage en RGB. Alors, ces travaux ne sont pas forcément finalisés de bout en bout. Par exemple, l'intégration de Mitsuba, il nous reste une partie par exemple à améliorer sur l'analyse des résultats et notamment à adapter la génération de datasets aux nôtres. Mais après, on a montré qu'il y avait encore des incohérences sur l'utilisation des Firefly, qui est notre problématique principale, et des différents ordres de grandeur avec les incohérences métriques. Il nous reste encore des travaux à explorer dessus. Et pour réduire et améliorer encore nos gains, que ce soit avec l'apprentissage et les métriques, il nous reste encore à améliorer le calcul de l'albédo afin d'augmenter les données, enfin les détails qui sont présents dans nos images. Merci pour votre attention. Merci, Mathieu.